Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. Je suis toujours en compagnie de Nat. Comment ça Salut à va? tous, ça va et toi? Ça va Forme. super, hein. Donc là, je sais que tu voulais faire un podcast sur la masculinité toxique. Qui dit masculinité toxique dit le roi Andrew Tate. Ouais. Donc avant de commencer sur ce podcast, je vais vous demander de bien liker, partager ou à vous abonner sur YouTube ou sur les plateformes de podcast que vous préférez. C'est parti. Nat, dis-nous qui est Andrew Tate et raconte-nous son histoire. Alors, Andrew Tate, donc c'est une personnalité qu'on ne pouvait pas passer à côté. C'est Ah vraiment bah oui, les personnages là, dont on entend le plus parler aujourd'hui. Il déclenche beaucoup de clivages, beaucoup d'enthousiasme, de détestation. Et donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de parler de lui pour faire écho au sujet de la masculinité toxique, qu'on entend beaucoup aussi en ce moment. Donc pour poser le contexte, préciser son histoire, donc Andrew Tate, il est né à Chicago, dans l'Illinois, en décembre 1986. Alors, son père américain et sa mère est d'origine est britannique. ok. Donc, ils se sont rencontrés aux États-Unis. Donc, ils ont eu trois enfants. Donc, Andrew est l'aîné de deux frères et d'une sœur. Donc, Tristan, notamment, dont on va reparler après, puisqu'ils vont rester ensemble un bon moment et ils ont toujours été assez fusionnels ensemble. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est de voir le parcours de son père. Parce que son père, Emory Tate, c'est une personnalité assez importante dans son parcours parce que c'est un joueur d'échecs reconnu mondialement. Ah oui? Ouais, c'est d'ailleurs un des mecs qui est considéré comme l'un de ceux qui a permis aux Afro-Américains, puisqu'il est d'origine afro-américaine, de faire connaître et surtout d'émerger sur la scène des échecs. Qu'à l'époque, ils étaient pas forcément très connus, c'était un milieu plus de blancs, et donc ça a permis Ah d'accord. de le faire, de faire un peu émerger Ah la ouais, communauté c'est... afro-américaine, ouais, sur ce sujet-là. Il a plusieurs talents en fait. Il est très fort aux échecs, il est polyglotte, il parle plusieurs langues, anglais, Ah, russe. c'est pas n'importe qui. Ouais, il travaillait pour l'armée américaine. Ta mère, quant à elle, travaillait, il me semble, dans la restauration. Donc c'est bizarre parce qu'elle occupait plutôt un poste, plutôt on va dire basse classe. Donc Ouais. il y a eu un peu un mélange des deux genres. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont divorcé. Sa mère est retournée vivre en Angleterre avec les trois enfants. Et donc du coup, ils sont retournés en Angleterre dans une ville qui s'appelle Luton, dans le Bedfordshire. C'est une ville qui est connue pour être très pauvre et avec un taux de criminalité assez fort. Et donc, Andrew, lui, il passait beaucoup de temps avec son père à jouer aux échecs. Il était lui-même très doué. Il faut savoir Ouais. qu'il était champion de l'État de l'Indiana à l'âge de 5 ans. Et il battait des joueurs Il était dans des compétitions en fait où où les enfants allaient jusqu'à 15 ans, donc il pouvait battre même des enfants qui avaient trois fois son âge. Bah Donc putain. c'était un mec qui était Ah ouais. dès son plus jeune âge, il était assez doué aux échecs, comme son père, et puisque de toute façon il était coaché Ouais, par celui-ci. il l'a initié quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, il avait vraiment ce côté précoce avec les échecs. Malheureusement, quand il est parti et il a atterri à Luton, comme il n'y avait pas la même émulation au niveau des échecs dans cette ville, et qu'il avait plus son instructeur, donc son père, il a un peu laissé tomber les échecs. Et comme, tu vois, c'est une ville où il y a beaucoup de criminalité, c'est une ville assez pauvre, les gens étaient un peu taquins avec lui comme il avait un accent très américain. Et les Anglais, tu sais, avec leur accent, Oui, oui. ils font un peu les malins, ça raconte un peu. Et du coup, ils se foutaient un peu de sa gueule. Et je pense que ça a à voir aussi avec son parcours et sa construction en tant qu'homme, puisqu'il a potentiellement connu de la moquerie. On s'est foutu de sa gueule et du coup, lui, il a eu une forme de seum par rapport à ça. Et il s'est dit, je vais me prendre en main. Il s'est pris d'intérêt pour les sports de combat, puisque sa mère l'avait inscrit justement au sport de self-défense pour qu'il soit capable de se défendre. C'est à cette occasion-là qu'il a découvert les sports de combat et puis il est devenu assez passionné du genre. Ouais. Il s'est mis à partir de là à la boxe, au kickboxing en Ouais. particulier, et il a commencé à s'entraîner. En parallèle de ça, il avait sa puberté, donc il a développé un physique assez fort. Donc c'est un mec qui fait quand même 1,90 m, plus de 85 kilos. Donc Ouais, c'est tu une vois, bête. il en impose, tu vois. Ouais, c'est une C'est bonne un bête, mec hein. ouais, C'est un bœuf. ouais. Et donc du coup, quand il s'est mis au kickboxing, donc il a cravaché quelques années, il a eu quelques défaites au début.
Donc il a commencé en 2005 et en 2009, il a décroché des grosses ceintures, tu vois, des ceintures vraiment importantes en Angleterre. Donc avec les ceintures de l'ISK et de l'IKF. Donc en catégorie cruiserweight, donc c'est poids lourd moins de 86 kilos. Ah ouais, Et donc c'est des gros putain. titres. À partir de là, il avait déjà fait quelques matchs importants, mais on va dire que c'est cette année-là, 2009, qui a tout déclenché au sens où il est devenu reconnu. Et Hmm. même encore aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de storytelling sur lui, on ne sait pas tout de son parcours, il y a des choses qui sont potentiellement fausses, tu vois. Mais ça, par contre, ça a été reconnu. C'est des vrais titres. Tout le monde peut se mettre Ouais, d'accord donc en gros, là-dessus. Ouais, c'est vraiment un combattant, quoi. ouais, c'est un mec qui a pris le sujet au sérieux, il s'est mis à fond dedans. Ouais, on va dire, il a masterisé son truc. C'est ce qu'on voit dans son parcours, c'est qu'il a du genre, il est du genre à, lorsqu'il se lance dans une activité, et ben il y va vraiment à fond, tu vois. Les échecs, il a tryhardé ça quand il était jeune, jusqu'à son départ de Chicago. Ouais. Et donc après, il a abandonné parce qu'il voyait qu'il tenait plus forcément la cadence et qu'il n'y avait pas assez de compétition. Donc il a changé, il s'est mis au kickboxing, mais il avait déjà des hautes attentes par rapport à ce qu'il voulait accomplir dans Ah le ouais. sujet. Donc c'est vrai, il a vraiment regardé jusqu'au bout. Ouais. Et du coup, 2 ans plus tard, il a enchaîné une espèce de période assez prolifique, donc entre 2011 et 2016, puisqu'il a décroché 4 titres de champion du monde. Donc là, c'est plus il était plus uniquement champion britannique, mais Ah là, ouais. il a chopé les ceintures mondiales directement. Donc là, c'est vraiment. Et puis, sur l'année 2016, il me semble, il a fait en termes de ratio 73 victoires contre 9 défaites. Donc Ouais, c'est je crois que c'est énorme. la plus belle année de sa carrière. Ah ouais. Et c'est là il a vraiment explosé. Mais c'est en même temps là qu'il s'est aperçu qu'il y avait une sorte de plafond dans sa carrière. Parce que il le déclare même dans un podcast, c'est que malgré ses résultats, bah, il s'est senti quand même frustré parce qu'en fait, l'argent ne suivait pas. Il dit même dans le podcast, je suis devenu 4 fois champion du monde et un jour, je me suis réveillé et j'ai regardé mon compte bancaire, il y avait 4000 $. Ah ouais, putain. Pour Alors je un. me suis dit que j'allais tout abandonner. Je sais même pas si je vais vivre, mais j'ai besoin de devenir riche. Je veux devenir riche. C'est ce qu'il dit dans ses podcasts. Et donc il y avait ce côté où, à la différence de son père, parce que son père, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent, mais qui ne cherchait pas forcément à devenir riche. D'ailleurs, une fois que son père a arrêté son métier dans l'armée, il est devenu assez pauvre. Il n'a pas forcément tiré un revenu substantiel par rapport à son talent, ce qui n'est pas le cas d'Andrew, et je pense que ça l'a peut-être aussi marqué. Il s'est dit, moi, je vais aller gagner de l'argent parce que c'est essentiel. Ouais, parce que c'est comme tu vois, comme tu m'as dit, Andrew, là, le truc qu'il a dit, c'est il veut être riche, il veut devenir riche. Donc là, il a tout fait, il s'est mis à fond à tryharder pour être riche. Ouais, enfin, il voulait devenir le numéro un, Ouais. donc battre tout le monde, un peu comme son père, tu vois, tout défoncer. Mais une fois qu'il y est arrivé, il s'est dit, mais attends, je suis numéro un sur mon sport, je suis médiatisé, mais j'ai pas l'argent qui va avec. Tu vois, il Ouais, s'est dit, ouais, en fait, il s'est dit, il y a un problème. ouais, je me Il y suis a un dit, truc ça qui sert va à pas, quoi que quoi. je m'entraîne parce qu'il s'entraînait de manière très intense, tu vois, c'était 5 entraînements par jour, 5 entraînements par semaine, 7 heures par jour, donc Ah ouais, c'était putain. assez violent. Et donc il s'est dit, mais comment je peux m'entraîner autant et avoir aussi peu en retour? Bon, faut savoir qu'en parallèle de ça, il dépensait beaucoup son argent. Il avait un peu un mode de vie de jet-setter, donc les meufs, la tease, voyage, les yachts et les trucs comme ça. Donc, tu vois, il Ah oui, dépensait pas mal. bah, c'est un peu sa faute alors. Ouais, c'est ça. Enfin, il voulait vivre bien, tu vois. Il voulait vivre bien et donc il se disait, ouais, mon niveau de vie, mes revenus ne collent pas. Donc en parallèle de ça, de sa carrière, il se mettait aussi à participer à des émissions de télé-réalité parce que selon lui, c'était crucial pour pouvoir être vraiment médiatisé, d'être vu et visible, rendu visible par les gens. Et donc du coup, il participait à ces émissions. Ça lui a permis de gagner en visibilité. Ah oui, j'avais vu, il avait fait Big Brother. Ouais, ça, il le fera. Ouais, il va le faire juste après. D'ailleurs, ça s'est un peu mal passé, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais, mais il a toujours eu J'avais ce vu ce côté truc. où je mets en avant mon sport, je deviens le numéro un, mais il faut qu'on parle de moi. Il a toujours eu ce côté marketing qui était vraiment très précoce chez lui. Un peu narcissique. Ouais, potentiellement, Ouais. ouais.
Ouais, ça on verra après, notamment avec ses business, parce que il joue énormément sur Un ça peu, pour ses business. ça fait un peu genre le pervers narcissique. Ouais, c'est un peu c'est la caricature même, vraiment en mode absolu, tu vois. Tu vois, il était un peu dans cette transition où il se rendait compte que son métier lui rapportait pas assez de fric. En Ouais. parallèle de ça, il dépensait beaucoup de son argent au casino. Il s'est même endetté auprès de la mafia albanaise parce qu'il a dépensé 50 000 boules au casino qu'il n'avait pas. Et donc, du coup, il Ah ouais. s'est mangé des coups de pression. Et à partir de là, il s'est dit, OK, il faut que je gagne de l'argent. Donc, il s'est retrouvé avec son frère Tristan. Ils se sont dit, mec, faut qu'on gagne du bif, faut qu'on se fasse un fric de malade. Je vais demander 2 mois de pause à mon coach de kickboxing. Et donc, à partir de là, ils s'enferment dans une chambre et ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent. Comment gagner du fric, comment gagner du fric. Et là, t'as Andrew qui tombe sur une idée. Donc, il regarde des vidéos. Je sais pas ce qu'il regardait. Peut-être qu'il regardait même des vidéos de cul. Parce que pour tomber sur ce genre de truc, il tombe sur une vignette où t'as une meuf qui dit ouais, chat avec moi, appelle-moi et on parle ensemble, qui était un peu dénudée. Et donc, du coup, là, il se dit mais putain, c'est ça qu'il faut faire. Faut monter une boîte où en fait, on ramène des meufs et on les fait texter, on les fait parler avec des mecs qui sont en chien. C'est ça en fait son business, le business Ouais, qui s'est bah mis ça en en plus, tête. ça marche bien, hein. Et en plus, comme il avait pas mal de succès avec les femmes, il avait des petites amies aux quatre coins de la Terre, il s'est dit, je vais les appeler, je vais toutes les réunir dans une pièce, chez moi, je vais les mettre sous webcam, donc elles vont être filmées, et elles vont texter des mecs avec un clavier. En fait, le clavier, il sera pas branché, parce que c'est moi qui vais parler aux mecs directement. Donc les meufs, elles vont faire semblant de taper du texte et tout. Et moi, je vais taper parce que moi, je connais la psychologie des mecs. Je sais comment ils sont les simps. Tu vois, il avait Ouais. déjà capté ce délire, comment ils sont et tout. Et donc, il s'est dit, je vais en ramener. Donc, il a commencé avec 5 petites amies qu'il a fait venir chez lui. Il leur a exposé le projet. Il y en a 3 qui se sont barrés. Du coup, les 2 qui restaient, elles ont accepté. Et donc, ils se sont mis dans une répartition 80%, 20%. Donc, lui, il prenait 80% des revenus et il leur Ouais. en reversait 20. Et donc, il Ah, jouait il se vraiment mettait sur bien. le. Ah ouais, il jouait vraiment sur le côté, tu vois, il arrive à faire assez dur les meufs, à les faire tomber amoureuses, à les rendre un peu dépendantes de lui. Et du coup, il leur dit, ouais, ben, imagine comment on pourrait devenir riches tous les deux, toi et moi, si on faisait ça, si on faisait Ah ça. ouais, les femmes en plus, elles aiment Ouais, beaucoup l'argent. Alors. ouais, du coup, il a réussi à en faire travailler beaucoup. Il faut savoir que dans les meilleures années, à son top niveau, il en faisait travailler 75 en même temps. Il crachait 600 000 euros par Putain, mois. c'est-à-dire il a commencé avec deux meufs et après il s'est retrouvé avec 75 filles Ouais, qui travaillaient pour lui à prendre l'argent des mecs. ouais. Ah ouais, Putain. il Ah a ouais. vraiment fait un énorme business et après, l'argent qu'il en a dégagé, il l'a investi dans la crypto-monnaie. Donc à ce moment-là, la crypto-monnaie, ça explosait pas mal. Ouais. Tout le monde s'y était pas encore mis. Donc lui, il a chopé le truc, le bon filon, il s'est mis dessus. Ça lui a permis de gagner avec son frère énormément de fric. Donc ensuite, à partir de là, il s'est dit, bon ok, j'ai gagné du fric, mais il faut que je sois plus connu, il faut qu'on parle encore plus de moi. Donc il s'est mis comment dire, à participer à des émissions de télé-réalité. Ouais. Donc, notamment, comme tu l'avais dit, Big Brother, dans laquelle il est resté une semaine. Bon, il avait été accepté, mais il s'est fait dégager parce qu'il avait un Ah ouais, comportement il a pas eu une vidéo un qui peu avait trop extrême. fuité ou. Bah ouais, ça c'est la même année. Oh. Ah d'accord, Il a ok. eu une vidéo qui a fuité, le montrant en train de fouetter ou de battre une femme avec une ceinture. Et donc du coup, quand la vidéo est sortie, il s'est carrément fait arrêter chez lui. T'as les flics qui ont débarqué, qui l'ont coffré et tout, parce que il s'est dit mais c'est quoi ça? En plus, on était en pleine époque MeToo. Donc Ah là, ouais, oh là c'était là. fini pour lui, tu vois. Il s'est fait choper, il s'est fait dégommer en 2 secondes. Le procès va durer 2 ans. Et à l'issue des 2 ans, après les témoignages des autres meufs qui ont témoigné, il a fini par être jugé innocent. Parce que finalement, apparemment, comment dire, c'était consenti. Ah, Donc en fait, genre, c'était ah limite une d'accord. sorte de jeu sexuel entre eux, tu vois. Ah ouais, c'était du sadomaso quoi. Ouais, c'était un truc bien bizarre, bien toxique, bien chelou. Et du coup, il a réussi à s'en sortir. Et il a pris la décision, du coup, comme il y avait une atmosphère trop anti-masculiniste et ultra féministe, il s'est dit, je vais me barrer dans un pays où je pourrais pas me faire cancel. Et c'est pour ça qu'il s'est barré en Roumanie. Ah oui, d'accord. Ouais. Et il est parti avec son frère ou. Ouais, il est parti avec son frère. Ils Mais, sont tous partis là-bas pour pouvoir être tranquilles. mais j'avais Et une question, en fait, son frère, il fait quoi en fait avec lui? bah, à mon avis, il l'aide à gérer ses business. Parce que Lui, c'est pas lui qui ramène des filles, c'est Andrew.
Andrew ramène les meufs, Ouais. mais comme Andrew, ses compétences, c'est principalement être charismatique, être séducteur avec les meufs, je pense que Tristan a pris le rôle d'homme de l'ombre, et c'est lui qui gère les Ah ouais, business en genre, vérité, c'est t'as la lui qui les fait lumière et tourner. t'as l'ombre, quoi, en gros. C'est ça. Ok. Tu vois, toutes les boulots, fonctions support, comptabilité, fiscalité, tous ces trucs-là, ça doit être Tristan qui se les tape. Ah, Pendant que d'accord, ok. l'autre est la tête d'affiche. Je pense que c'est la meilleure répartition, de toute Ouais. façon. Parce que je vois mal Andrew gérer les deux en même temps, alors Ouais, non, que... c'est pas possible. Donc c'est vraiment... Et puis comme ils sont vraiment fusionnels... D'ailleurs, tu vois, là, ils ont une sœur, mais on n'entend quasiment pas parler. Ouais, c'est Apparemment, vrai. ils ont rompu les liens et tout il y a quelques temps. Et on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Je sais que sa mère aussi, pas trop ce qu'il fait, reçoit de l'argent de sa part et de la part de Tristan. Donc ils ont mis tu sais, ils ont quand même bien mis à l'aise la daronne, comme on Ah dit. bah ouais. Donc elle aime pas ce qu'ils font, mais elle est preneuse Ouais, c'est de ça. l'argent. Ouais. Bah, de toute façon, c'est un peu le Ouais, délire, hein, mais bah. on en parlera tout à l'heure. Mais même, tu sais ce qui se passe avec les mecs dans les cités et tout. T'entends des musiques de rap, c'est ça un peu. C'est Ouais. ouais, faut mettre la daronne à l'abri, nanani, nanana. Mais ce qu'ils font, c'est pas validé par la daronne en soi. Ouais, bah ouais. Ah, on en reparlera Non, c'est après parce vrai. que c'est assez intéressant. Parce que tu remarques à travers le parcours de Andrew Tate, il cumule tous les trucs de la masculinité toxique. Il les coche toutes, comme si c'était un objectif même. D'ailleurs, après son business de camgirl, qui s'était pas mal fait cancel par la vague MeToo, Bah, le Me Too Girl. ouais, il s'est mis à créer un autre business. Comme il devenait très médiatique à ce moment-là, les gens commençaient à beaucoup parler de lui. Il s'est mis à créer, donc là on est en 2018, une chaîne YouTube qui s'appelle Tate Speech, dans lequel il diffusait son contenu, donc il parlait un peu de tout et n'importe quoi. C'était un peu Ouais. le Red Pill avant l'heure, tu vois. Enfin, ça existait déjà, mais il l'a quand même sacrément mis en avant, en abordant tout un tas de sujets qui sont assez random au départ, mais avec son ton très incisif, très tranchant, tu vois, avec ses Ouais, punchlines qu'on lui connaît. ouais. Et ça lui a permis, même s'il gagnait pas beaucoup d'argent avec ça, parce qu'avec la monétisation de Ouais, YouTube, il s'est fait une communauté, quoi. ouais, voilà, ça lui a permis d'avoir beaucoup d'abonnés, d'être beaucoup retransmis après sur d'autres réseaux. Il profite de cette hype pour créer un business qui s'appelle la War Room. Donc Ouais. c'est un réseau de, je sais pas si ça devait être sur Discord ou sur un autre truc, de communication entre personnalités influentes. Tu avais un paywall au début, donc un paiement qui te permettait d'accéder au service qui coûtait 500 dollars, ensuite qui est passé à 4000 parce que ça marchait beaucoup, ça marchait à fond, tu vois. Et quand tu me permets de monter les prix comme ça, de faire limite un x10, c'est parce que tout le monde kiffe, tu vois. Que les gens Ah ouais, allaient beaucoup c'est dessus. énorme en plus, hein, putain. Ouais. Et c'est drôle parce que là, on voit le début de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire avec les formations, infopreneurs, solopreneurs, tu vois, le truc où tu lâches un paquet de fric et après tu atterris dans un service, dans une communauté où il y a un peu de la merde au final, où c'est un peu éclaté, où il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent, où c'est un peu pourri. Tu sais, c'est bien marketé. Tu sais, ils disaient même dans les podcasts, ouais, c'est une communauté de super-héros, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. On va créer des Avengers, tu vois, en mode communauté mondiale, un peu fraternité secrète, où les gens influents vont se rencontrer et s'échanger les meilleurs C'est un conseils. peu un truc à la El Ryan. Hmm. Ouais, voilà. Ouais, tu vois beaucoup de... Bah, El Ryan, ouais, c'est un Parce que je vois YouTuber. que c'est à peu près la même chose, quoi. Il a. Ouais, bah tu vois qu'il s'est pas mal inspiré, mais beaucoup de YouTubers, ouais, notamment des YouTubers et aussi des mecs sur Instagram, même s'ils le diront jamais, ils ont parfois juste copié-collé ce que faisait Andrew Tate. Et t'en as d'autres aussi dans d'autres sphères, coaching en séduction qui cartonnent Ah ouais, malgré tout. ça cartonne de ouf. Et ben ces gens-là sont vraiment inspirés à fond, pas tant de son discours, qui pouvait être parfois trop clivant, mais si c'est pas inspiré du discours, c'est en tout cas inspiré du marketing d'Andrew Tate. La manière de... Mais c'est un truc de fou, en fait. Ces gens-là, ils profitent de la faiblesse des autres. Ouais, ouais, c'est ça. Parce Ils ont tendance que, parce à que là, projeter une ils image. se mettent sur les simps, ils se mettent sur les gens qui veulent être riches, ils se mettent sur les gens, ils sont trop timides, ils sont trop introvertis pour parler à une femme. Ils Ouais, profitent un maximum de leur faiblesse, en fait. ouais. Mais en fait, il Les cumule plein de bâtards. trucs. Il cumule plein de trucs. Tu vois, il va te dire... il va rassembler plein d'indices de richesse et qui sont des choses qui manquent à la communauté qui cible. Et du coup, en plus de montrer cette richesse qu'il a réussi à rassembler, il montre un discours qui va avec.
Donc quelque part, il est en train de dire, vous êtes des merdes, vous réussissez pas parce que vous n'avez pas le bon discours, vous n'avez pas le bon mindset. Quand vous aurez le bon mindset, c'est-à-dire être un peu mascu, miso, développement personnel, Ouais. red pill, là vous allez commencer à gagner du fric. Et pour pouvoir faire cette transition, parce que là vous êtes un peu un bêta fragile ou une espèce de dom soja, et ben prenez ma formation, prenez Comme ce- mon canal, mon Discord, et on vous permettra de devenir comme ça. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a créé son vrai business, son business qui a été le plus lucratif après la War Room et les Cam Girls, c'est la Hustler University. Donc il en a fait 2 versions. La première qu'il a remplacée assez vite parce qu'elle manquait de contenu par une version 2.0 qu'il a décidé de facturer au mois, donc 50 euros, 50 dollars par mois, au lieu d'une Ah ouais, somme de 1100 ouais, c'était dollars 1000, un truc comme ouais, ça, ouais. en accès définitif, donc ce qui est beaucoup plus rentable au final, Mm. et plus accessible, puisque quand tu vois que le truc est à 50 boules par mois, tu te dis, ouais, bah pourquoi pas. Ouais. Tu vois, même si t'es pas Non, forcément un mais... mec riche, tu vois, les 1100 dollars, tu te dis, ouais, mais je les ai pas, ça va être compliqué et tout. Bah, les 50 dollars, t'es beaucoup plus enclin à les mettre. Ouais, Donc, du surtout coup, qu'après, si se fait du monde, tu fais 50 $, ah bah oui, fois je sais pas combien, c'est énorme, hein. Je crois que ouais, c'est, je crois il a combien? 130 000. ouais, il avait atteint 130 000 adhérents, donc Waouh. fois 50 dollars, T'imagines il comme avait quelque c'est chose comme énorme. 6,5 millions qui tombaient. Donc Putain. ça, c'était assez énorme, ouais. Mais le truc qui me tue, moi, c'est qu'il leur dit, ouais, faut penser comme ça, comme ça, comme ça, tu seras riche, mais c'est grâce à eux qu'il est riche. Ouais, c'est ça. Parce que, en plus, donc, ce système, ce produit, Hustler University, en fait, c'est un ensemble de formations auxquelles tu accèdes quand tu rentres sur le canal Discord. Donc, sur le Discord, tu as plein de chaînes pour tous les sujets. Sur chaque chaîne, tu vas pouvoir te former avec des contenus, donc c'est sur tous les sujets, hein. Mais je pense aussi que, à cause de tout ce qu'il y a eu, genre les hashtags MeToo, tous les trucs féministes, les hommes maintenant aujourd'hui, ils savent plus ce que c'est être masculin. Être une personne masculine, ça, pour eux, c'est toxique. Je crois, ils savent même plus ce que c'est. Ouais. Qu'est-ce Bah, que être un homme, justement? Ils se posent tous la question. Ça devient tous des philosophes petit à petit, en mode c'est quoi être un homme? ouais. Ouais, c'est Ils clair. sont perdus. Bah, la vague MeToo, elle a permis de libérer la parole sur un sujet qui était les agressions, la violence exercée par les hommes sur les femmes, en l'occurrence la violence physique et psychologique, Ouais. violence physique avec les agressions, les viols, donc c'était surtout avec l'affaire Weinstein qui Ouais. qui Ah, a mis le feu lui, aux poudres, où ce mec-là c'était quand même une espèce de mec dégueulasse qui s'est mis à choper un tas de meufs mais j'ai l'impression il avec du est... chantage sexuel. Tu veux accéder à tel tournage, à tel film, et ben dans ces cas-là, il faut que tu fasses ce qu'il faut, tu vois. Il faut que tu Ouais. me fasses plaisir, parce que c'est moi qui peux te Ouais, donner bah c'est accès au ça. truc. Ouais, j'ai l'impression il y en a beaucoup qui Ouais, sont comme ça un peu, hein. bah il y a dans toute la sphère politique, je pense que ça fonctionne de la même manière. C'est ce qui est un peu tendancieux avec MeToo, c'est que on a fait une chasse, pas aux sorcières, mais aux sorciers, tu vois, Ouais. et on a mis tous les hommes dans la même sauce. Donc même des mecs, on l'a vu avec la sphère politique, parce que dans la sphère politique, c'est là où Ah oui, oui, s'exerce le oui. pouvoir. Et donc, des mecs qui ont un haut pouvoir peuvent exercer ce pouvoir-là sur des femmes qui Ouais, elles-mêmes veulent monter. Et donc, du coup, il va se dire, bon, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vois, je pense à Darmanin, à Il y Katnins, avait à aussi, Bayou. il y avait aussi Dominique Strauss-Kahn. Ouais, ouais, c'est ça. Lui, c'était vraiment. C'était peut-être l'un des prémices, l'une des prémices, lui, parce qu'il était vraiment au tout début. Même avant qu'il y ait le délire MeToo, c'était vraiment au tout T'as début. l'affaire Norman aussi, je crois, en ce moment aussi. Ouais. Bah, Et, tu vois, et lui aussi, on va dire, c'était un peu un Weinstein dans le sens où il profitait de son pouvoir, ouais. comme quoi il était connu, pour dire, vas-y, tu veux sortir avec moi, je suis connu. Ouais, c'est Et ça. les meufs, elles y allaient, parce que les meufs, elles aussi, elles cherchent un mec connu, elles cherchent un mec qui a une situation. Ouais. C'est pas que de sa faute à lui, c'est la femme aussi qui va. Oui, bah oui. Il y a tout ce côté image, packaging, où tu te dis, ouais, bon, quand même, il y a peut-être moyen de gratter un truc, tu vois. Bah, c'est ça. Et après, tu rentres dans sa boucle, et lui, le truc, c'est qu'il en a plein des comme ça. Il a un niveau tellement haut de pouvoir qu'il peut se permettre d'être dans l'hypergamie. Ouais. Et c'est un truc qui est beaucoup critiqué par les mecs de la Red Pill, l'hypergamie féminine, au sens où les femmes cherchent le meilleur parti. En général, c'est le capital financier, parce que derrière le capital financier, tu as le confort, et le confort, Bah, c'est c'est la ce qu'elle base. recherche, hein. Tu Elle vois, c'est ce recherche qui... l'argent.
le confort, que l'homme il puisse s'occuper de tout pour elle. Ouais. Parce qu'on Ou peut qu'il dire lui donne tout. on peut dire ce qu'on veut, hein. De manière générale, l'être humain cherche le confort de manière générale. Ouais. Il n'a pas envie d'en chier tous les jours, de galérer pour avoir accès à tel truc, à tel truc, à tel truc. Plus il peut diminuer les frictions au quotidien, faire en sorte que tout soit lisse, que tout glisse, tu vois. C'est-à-dire, tu te lèves, on vient faire ton lit, on vient nettoyer tes trucs, on vient faire le ménage chez toi, on vient te préparer ta bouffe. Tu vois, c'est stylé, ça fait Ouais. kiffer. T'en branles pas une et t'es refait. Bah, c'est une tendance naturelle chez l'être humain. Après, oui, Mais après, là, ça me fait penser aussi, tu sais, quand tu vois. Je vois beaucoup de documentaires en Chine où c'est des Chinoises qui font genre des dates ouais, et ils arrêtent pas de dire, ouais, tu gagnes combien? Et si le ouais. mec il a un salaire pourri, elle le dégage tout de suite. Ah bah Donc ouais. tu vois comment ils sont hyper gamme de ouf. Et Ah bah j'ai en l'impression que c'est Chine, de pire en En pire en Chine, plus, ils hein. ont vraiment une culture de Ouais. ça. C'est une différence qu'ils ont avec notamment le monde occidental, le monde européen, où nous on a été longtemps porté sur le romantisme quand même. On a eu des écrivains qui en ont parlé. Ah oui, mais Euh, de base, même en Occident, à l'ancienne, c'était genre la femme, elle s'occupe du foyer et des enfants, et l'homme, il sort et il bosse. oui, c'est Ça a clair. toujours été comme ça. Et là, t'as l'impression, les féministes, ils disent que ça, pour eux, une femme, c'est une esclave. Bah, en fait, c'est chacun à sa Tu vois? place, ouais. En Chine, c'est moi, je vais faire les gosses, donc j'ai besoin d'un bon parti pour que les gosses soient bien élevés. Et en France, il y a eu ce côté-là pendant longtemps, mais je pense que faudrait se renseigner sur le sujet, mais le romantisme, ça a commencé à amorcer l'égalité homme-femme, parce que le romantisme, ça a quand même, tu sais, créé des comportements de lover où tu sais, l'envie de sanctifier l'amour, de le rendre très fort entre deux individus. Et Ouais. alors qu'aujourd'hui, on est dans un délire un peu matérialiste, un peu amour conditionnel. Donc, ouais, je t'aime, je suis avec toi, mais par contre, il faut que tu développes ça au quotidien, il faut que tu aies telle ressource, Ouais. telle ressource. C'est un peu ce sur quoi jouent les mecs comme Andrew Tate, tu vois, les mecs comme Andrew Tate. Ils font miroiter aux hommes le fait de pouvoir avoir accès au sexe en prenant sa formation pour pouvoir leur distribuer enfin, l'abondance, tu vois, de manière générale. Mais de toute façon, quand tu parlais de l'amour conditionnel, de toute façon, une femme, pour l'homme, elle aura toujours cet amour-là, mais pour son enfant, ça sera toujours un amour inconditionnel. Ouais, Et c'est là toute la différence. Elle va plus aimer son enfant que son mari. ouais. Toujours. Ouais, moi, je voulais en revenir sur le. T'en avais parlé tout à l'heure, on en avait parlé tout à l'heure, mais du phénomène du rap, tu vois. Parce Ah oui, qu'aujourd'hui, oui, ce oui. qui est drôle, c'est qu'il y a une vraie promotion du mal alpha dans notre société. Et c'est bizarre parce que d'un côté, on dirait que les gens aiment ça, mais d'un autre côté, il faut pas, il faut l'interdire, c'est intolérable, tu vois. On le voit Mais dans plusieurs médias, tu vois. de toute façon, ça me fait penser aussi à, tu sais, quand tu vois les femmes qui disent, ouais, moi je veux un mec gentil, un mec déconstruit, tu vois, Ouais, et au final, tu vois toujours une vidéo qui dit, ouais, mon mec c'est le meilleur, franchement, il fait tout pour moi, toujours là, il est attentionné et tout, mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas, il faut que j'aille voir un mec toxique. Il ouais. faut que j'aille me faire défoncer. Il y a une forme de conditionnement. Je pense que d'un côté, de manière génétique, organique, il y a quand même une envie de rapport sexuel Ouais, chez les hommes et chez les femmes aussi. Donc, qui dit rapport sexuel dit rapport de force, rapport de soumission et de domination. Donc, on a ça en nous de manière générale. Mais en plus, on est dans une société hyper sexualisée, où on pousse constamment les gens avec des rappels subliminaux qu'il faut se reproduire. Ou s'il ne faut pas se reproduire, en tout cas, il faut jouir sexuellement. ouais. Parce que c'est ce qui contribue au bonheur, c'est ce qui nous permet de devenir heureux et tout. Et moi, je le vois dans les médias qu'on consomme actuellement au quotidien, tu vois. Donc, que ce soit sur Netflix, par exemple, où tu as des contenus tu sais, des films un peu à l'eau de rose, des films à la con. Je connais pas trop parce que ça fait Ah, longtemps tu que regardes pas ça? je suis plus abonné depuis Netflix depuis De des toute années. façon, je pense pas que tu regarderas des trucs comme ça. Mais il y a plein de trucs, ou même les dramas coréens, où, Oh. tu vois, c'est des contenus qui évoquent la relation amoureuse, un peu le sexe. Bon, même si les dramas coréens, c'est Ouais, très cucul à praline, tu ouais, vois. c'est ça. C'est C'est un peu un ça. truc de. Mais t'as l'impression que les meufs, quand elles regardent ça, elles kiffent de ouf ce Ouais, truc. Mais dans la vraie vie, c'est pas ce qu'elles recherchent. ouais. Mais j'ai l'impression que en C'est fait, fou. il y a une recherche de l'émotion. Parce que Ouais. tu peux passer du drama coréen où le mec, c'est quand même une espèce de fragile. Enfin, de mec qui est pas très masculin, qui Ouais. correspond pas du tout à la masculinité que tu vas avoir chez un Andrew Tate. Mais
À l'inverse de ça, elles vont toutes mater, elles vont toutes regarder du 50 nuances degrés, tu vois. C'est le truc. Ah oui, Il y a eu plein tu d'autres vois, livres. c'est opposé. Ouais, c'est deux opposés qui se rencontrent. Et c'est quoi le Christian Grey, là, le mec de 50 nuances degrés? C'est un mec pété de thunes, qui est Ouais. milliardaire, qui peut assurer du coup un confort de ouf à la meuf, qui va la chercher, qui va la faire se sentir spéciale, elle qui a jamais connu d'homme de sa vie, et il va la transformer, il va lui faire découvrir le sadomasochisme. Donc Ouais, des en rapports gros, sexuels il ultra peut lui violents. faire tout ce qu'il veut. Ouais, et Parce que le elle mec, va regarder ça. il est au-dessus de tout le monde. Ouais, et il y a eu plein d'autres séries de livres comme ça. Donc il y a ça qui est assez drôle. D'un autre côté, tu as aussi, comment dire, à travers des séries, je pense à Viking, à Peaky Blinders, où tu as des personnages principaux ultra charismatiques, ultra Ah masculins ouais, bah et de toute virils. façon, quand tu regardes, la plupart des femmes, elles diront jamais Ragnar Lothbrok, il est horrible, il est moche, hein. Elles le Ouais, voilà. kiffent de ouf. Ouais, voilà. Parce que il montre toute la masculinité, Lui, il a là. des caractéristiques physiques masculines. Ouais. Donc vraiment la barbe, la coupe de cheveux, qui font très, Il a un charisme naturel, voilà, qui font très c'est... Ouais, charismatiques. D'un autre côté, tu vas avoir un Thomas Shelby. Il n'a pas des caractéristiques ultra masculines. ouais. Il est bien. Il a pas de barbe. Il est un peu habillé en mode dandy et tout. Mais ça fait ressortir sa masculinité aussi. Bah, La c'est façon le dont il traitement de la s'habille et tout. série. C'est le traitement de la série et puis effectivement aussi sa tenue vestimentaire qui font qu'il est mis en avant constamment, il est mis au centre de l'image. C'est ce que tu retrouves d'abord dans. Enfin, tu retrouves ça aussi dans Viking. Tu vois le côté très. Oh, t'as tous les personnages secondaires qui se regardent. Oh, mais qu'est-ce qu'il pense? Mais qu'est-ce Ouais. qu'il va avoir envie de faire? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il est tellement mystérieux. Et après, il balance une punchline et tout le monde est en mode Ouah, trop stylé! Et tout le monde le. Tu sais, c'est un peu sa cour de bêta et lui, c'est l'alpha. Et, donc, il y a Ouais, ouais. et ce qui est bizarre, c'est que je sais plus, la personne qui a réalisé Peaky Blinders, Ouais. il me semble qu'elle a déclaré qu'en fait, c'était pas du tout son intention de déifier un homme et de le rendre un peu homme alpha et tout. Mais c'est un peu bizarre parce que c'est littéralement ce qui est fait dans la série. Tout est fait pour qu'il ressorte et qu'on soit tous en mode oh, il est trop stylé, j'aimerais trop être Thomas Shelby et tout. Ouais. Alors qu'apparemment, c'est pas du tout son intention. Donc, moi, je trouve ça assez. Bah, il a raté son coup, hein. Ouais, je trouve ça assez drôle. Ouais. Et puis, donc tu vois, dans les séries, t'as ça qui est très présent. Dans la musique aussi, tout le monde écoute de la musique aujourd'hui, Ouais. tout le monde consomme de la musique. Tu regardes ce qui est le plus consommé, C'est on a- le rap. voilà, on n'a plus de variété française, c'est du rap et de la pop urbaine. Dans le rap, c'est quoi qui est mis en avant? C'est la violence, les armes, la réussite, en bravant les interdits, donc en bravant les règles, la loi. Et de l'autre côté, la pop urbaine, c'est une espèce un peu de R&B croisé avec du zouk, croisé avec de l'afro, croisé avec des sonorités, on va dire, africaines et extra-européennes. Mais très souvent, si tu écoutes les paroles, c'est des trucs très pro-amour toxique en vérité. C'est très rupture, manipulation, Ouais, bah, relations c'est ça. chaotiques, tromperie. C'est que des trucs comme ça. Et on peut dire ce qu'on veut. Au bout d'un moment, la musique, ça te rentre dans la tête. Ça influe ton univers culturel et ce que tu peux ressentir au quotidien, tu vois. C'est les mecs qui écoutent des trucs en mode faut faut buter les keufs, faut brûler des voitures, faire des trucs, faire des dingueries, faut viser du crack. Ce Ouais, qu'on mais entend même quand tu dans le rap regardes les clips actuel. aussi, tu vois que des culs partout, c'est un truc de fou, ça aussi. Ouais, bah ouais. Et tout ça, ça influe l'imaginaire des gens, qu'on le veuille ou Mais non. moi, le pire dans tout ça, c'est quand tu vois que t'as des paroles, ils crachent sur les meufs, normal, et les meufs, elles dansent dessus en boîte ou des trucs comme ça. Ouais. Et tu dis, mais t'es là en train de cracher sur les mecs parce que ça te casse les couilles, là, t'es féministe et tout, tu veux un homme déconstruit, mais tu vas danser sur un truc où le mec, il te crache à la gueule. Bah ouais. C'est ces mêmes Tu meufs-là vois? féministes en plus Bah ouais. qui vont soit écouter directement ces meufs-là, après tu vas les tweeter en mode oh, elles vont montrer une image d'elles en mode ouais, quand j'écoute tel rappeur et tout, le féministe disparaît. Et c'est un Non, peu, mais tu vois, il y a aucun sens. c'est un peu Et, insensé. et même, ça me fait penser quand on a parlé de Viking, genre, quand tu regardes dans la série, Ragnar, ces meufs, il s'en bat un peu les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est découvrir le monde. Ouais. Tu vois, quand il va en Angleterre et tout, après sa meuf, il s'en bat les couilles. Et Ouais, les c'est le meufs, elles côté, kiffent le mec c'est le comme côté lui, tu vois. aventurier, ouais. Bah Elle ouais, veut un c'est ça. mec qui prenne attention à elle, mais quand elle voit un mec qui a des objectifs, qui veut aller loin et que c'est un putain de mal, elle dit ah lui, il tue sa mère, lui, je Ouais. kiffe. Moi, je pense que le Tu secret, vois? c'est qu'en fait, quand elles disent elles veulent un mec gentil, elles s'adressent de base au mec alpha. Tous les autres mecs bêta, c'est poubelle, ça dégage, tu vois. En fait, ce qu'elles veulent,
c'est rendre gentil et docile un mec alpha. Ouais, elle veut le Elles veulent domestiquer. le dresser, le Ouais. domestiquer. Et en fait, quand elles disent je veux un mec gentil, il faut comprendre je veux un mec alpha gentil. Je veux pas un bêta, le bêta ça dégage. Mais l'alpha gentil, ça n'existe pas. Parce qu'au final, si elle le rend gentil, ça va devenir un bêta. Oui, c'est ça. Et peut-être après, qu'après, elle va le changer. piégera pour aller chercher Voilà. un alpha. C'est D'où ça. la fameuse hypergamie, ouais. Donc c'est un cercle. Mais c'est un sujet intéressant. Hein, ben. Ce que j'aimais bien avec ce sujet, c'est que pour moi, Andrew Tate, il rassemble tout. Et il y a une théorie en psychologie qui s'appelle la Dark Triad, la triade sombre, et qui est une théorie qui met en avant 3 caractéristiques chez l'être humain qui serait, on va dire, c'est pas le mal absolu, mais quelqu'un d'autrement dangereux. Ouais. Et donc ces 3 caractéristiques, c'est le narcissisme, donc c'est vraiment une forme de mégalomanie exacerbée où tu te surkiffes et tout, et les autres c'est des merdes. Le côté machiavéliste, où tu vas manipuler tous les gens qui t'entourent pour ton propre intérêt, Ouais. pour ton pouvoir, ton confort, ton élévation. Et puis tu as la psychopathie, qui est l'absence d'empathie à le faire, tu vois. Donc même si tu arnaques les gens, même si tu leur vends de la merde, ils vont jamais Enfin, tu vas jamais avoir de remords par rapport à ça, tu vois. Tu vas t'en battre Ouais, les couilles. tu t'en bats les couilles. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on retrouve bien chez Andrew Tate, tu vois. Avec Ouais. le côté ses formations où il te vend des trucs de merde, où il te vend... même lui-même, il reconnaît en plus que c'est de la merde. Mais les gens qui le suivent sont tellement en mode simpage sur lui. C'est marrant parce qu'à la base, les Sims, c'est censé se mettre à genoux devant des femmes. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a un simpage général, même au niveau des hommes charismatiques qui réussissent dans la société. C'est comme je le disais tout à l'heure, en mode, comme ils savent plus que c'est un homme, là, pour eux, tous ceux qui le suivent, ils se disent putain, lui c'est un homme, c'est un mâle alpha. Ouais. Et ils veulent tous lui ressembler sur ceux qui sont là en train de lui sucer la bite. Et parce qu'on a dans les réseaux sociaux qu'on consomme actuellement, qui reposent énormément sur l'image, eh ben, les images nous influencent et ces images-là nous montrent souvent des gens qui réussissent, donc des gens qui ont de l'argent, du sexe. Et donc, c'est des caractéristiques qui font envie à tout le monde. Ouais. Et donc, on se sent Bah oui. tous challengés par ça en se disant mais moi aussi je veux ça, moi aussi je veux ça. Ouais. On se retrouve tous en Et concurrence. si lui il y arrive, pourquoi pas moi? Ouais. Et du coup, tu te sens mal si tu corresponds pas à cette idée d'ascension économique et sexuelle. Et donc, c'est pour ça que tout le monde est un peu omnibulé par ça. Tu regardes des contenus de coach en séduction, Red Pill, il y en a plein aujourd'hui. Ouais, Je pense beaucoup que sur YouTube aussi. ouais, tu je pense vois, que beaucoup tu as de- Alexis Chance qui est vraiment en train de capturer un peu Ouais. tout le YouTube game parce qu'il balance de la masse de contenu dans tous les sens. Il a vraiment une stratégie YouTube très puissante. Tu regardes dans son contenu, c'est pas le seul, hein, il y en a plein d'autres qui font la même chose. Ils veulent énormément te faire culpabiliser sur le fait que t'es pas assez... tu vois, t'es pas un homme de haute valeur, t'es pas assez fort, t'es pas au niveau au-dessus, t'as Ouais. pas assez d'ambition. Et du coup, toi, quand tu regardes ça, tu te dis, Tu culpabilises. putain, c'est vrai. Ouais, je suis pas assez comme ça. Et donc d'un côté, ça peut te motiver, mais d'un autre côté, tu peux être dans le mal aussi. Tu peux être en dépression. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Andrew Tate, lui, il dit ça n'existe pas la dépression. Je pense que d'ailleurs, c'est ce sur quoi Thibaut Inchep s'était inspiré pour faire son truc là, qui avait fait un tollé. Ah, son Il avait dit rien à TikTok là. foutre de ta dépression. À mon avis, c'est inspiré d'Andrew Tate qui lui avait dit je vais vous dire un truc, la dépression ça n'existe pas, c'est de la merde. De toute façon, allez regarder Andrew Tate et vous allez Ouais. voir un peu ce qu'il dit. Et c'est Ouais, bah assez, ouais, non mais. Puis il joue grave là-dessus, de toute façon, sur l'effet clivage. Je vais dire un truc pour troller les gens, pour les taunter, pour les exciter. Alors que ça se trouve, c'est pas du tout ce que je pense. Je pense un truc beaucoup plus classique et normal. Mais je sais que ça va exciter les gens, ça va les faire cliquer, ça va leur faire acheter mes contenus. Et donc, j'hésite pas à le faire, tu vois. Et je Ah pense bah qu'il oui, y en a non, énormément mais- qui font ça. Bah oui, bah déjà, tu prends l'exemple même. Je sais pas si on peut lier ça, mais tu prends Éric Zemmour. Le mec, il l'appelle tous le polémiste. Pourquoi? Parce qu'il dit que des trucs. Il dit que des trucs qui sont pas en lien avec ce que tout le monde pense. Il est pas dans la bien-pensance. Ouais. Donc en gros, il fait des polémiques comme ça en disant ouais, non, c'est eux qui foutent la merde, c'est aussi, et eux ils sont tous choqués en mode oh, mais qu'est-ce qu'il dit, tu vois? Ouais, Et ouais, là, c'est ça. il crée des polémiques, mais qu'est-ce qui arrive? Bah, il a beaucoup de vues, il a invité partout parce que justement, il dit des Bah trucs ouais. que personne dit. Et Ouais, il fait des polémiques. il a été énormément visible à la télé pour Bah ça. ouais, bah c'est ça. Parce Et qu'il fait de Andrew Tate, l'audience. c'est la même chose. C'est drôle parce qu'en plus, lui était là où il a fait le plus de vues à la télé, c'est quand il était à On n'est pas couché,
qui est quand même une émission qui est plutôt de gauche de base. Ouais. Et tu as même Laurent Ruquier qui a déclaré il y a quelques mois, il me semble, qu'il avait regretté d'avoir bossé avec Eric Zemmour. Ouais. Ah oui, Par j'avais contre, vu ça aussi. il a quand même bien profité de son, Ah bah de oui. son aura, donc Comme une c'est femme. assez drôle, ouais. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. C'était vraiment un podcast pour vous présenter ce qu'est Andrew Tate, ce qu'il représente. Et je pense que on poursuivra cette thématique parce qu'elle est assez intéressante, même en Ouais. s'attardant au cas d'autres créateurs de contenu masculinistes. Ça peut être assez intéressant et de voir comment ils influent aujourd'hui notre société. Parce Même qu'on a eu- J'aimerais bien qu'on parle aussi des coachs en séduction. Ouais. Genre, parce que tu sais, tu vois beaucoup de vidéos sur YouTube où tu vois les mecs qui sont dans la rue et ils vont parler à une meuf et ils suivent mon caméra cachée, genre, Ouais. et qui prennent le numéro des meufs comme ça pour dire, ouais, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, c'est le côté pick-up artist Ouais. avec tout ce qui a été démocratisé par Neil Strauss à l'époque avec son livre C'est The ça. Game. Donc, je me Ouais. suis dit, ça serait bien aussi d'en parler dans le prochain podcast. Ouais, ça pourrait être intéressant, ouais. En tout cas, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à nous liker, à nous partager si vous avez kiffé, mettre la cloche aussi pour recevoir les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. Ouais, à jeudi prochain. Allez, salut.